On va démarrer. Ce soir, je vous propose, dans le cycle des émotions, de l'intelligence émotionnelle. Alors, le sacré, c'est pas tout à fait une émotion, mais on va parler d'émotion, puisque le thème central de toutes mes conférences depuis plus d'1 an et demi maintenant, c'est l'intelligence émotionnelle. Et c'est le regard que porte notre intelligence émotionnelle sur des situations, des événements, des problématiques dans la vie. Donc c'est important aussi de faire la différence entre émotion et intelligence émotionnelle, parce que en parlant d'émotion, on ne met pas en avant notre intelligence. Et nous avons tous cette intelligence émotionnelle. Donc on va en parler. Alors ce soir, j'ai choisi le sacré. L'intelligence du sacré, ça veut dire l'intelligence émotionnelle du sacré. En quoi le sacré dans notre vie est important ? Et qu'est-ce qui fait que ça peut faire la différence entre une personne qui intègre le sacré dans sa vie et une personne qui la rejette ? Voilà ce que nous allons voir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai observé que nous progressons constamment dans la vie sur la planète. Il y a toujours des progrès qui sont faits. Ça veut dire qu'on a des capacités qui sont quasiment illimitées, puisque d'année en année, de siècle en siècle, on évolue, on n'arrête pas d'évoluer. Donc ça veut dire que dans un siècle, on va continuer d'évoluer. Dans quel sens ? C'est nous qui allons le décider, on verra. Mais on continue d'évoluer, donc on a des capacités qui ne sont pas limitées. Et ça, c'est une idée qui est très difficile à accepter pour le mental. Et je parle du mental parce que nous avons l'habitude de réfléchir à partir du mental. Et donc ce que je vais vous demander ce soir, c'est de squeezer, de mettre de côté le mental pendant quelques temps pour vraiment sentir les choses. Vous connecter à cette intelligence émotionnelle que vous avez depuis votre enfance. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, vous aviez peur. Quand vous aviez peur, vous pleurez. Quand vous étiez triste, vous pleurez. Quand vous étiez gai, vous souriez, vous rigoliez, etc., etc. Donc, cette spontanéité, vous l'avez toujours, mais on l'a conditionnée, on l'a enfermée. Et le fait de conditionner et d'enfermer notre spontanéité émotionnelle fait que nous construisons des malaises, des maladies, des accidents dans notre vie. Alors, on ne fait pas le lien direct, c'est pas facile de faire le lien direct, d'autant plus que tout le système nous pousse à séparer les deux. Mais je vous garantis qu'en développant votre intelligence émotionnelle, vous allez en même temps garantir votre santé physique. Et on va en dire quelques mots. Alors, le sacré. Donc on va tourner autour du thème du sacré. J'ai retenu une phrase de Henri Guénaud. Qui c'est qui connaît Henri Guénaud ? Non, ça vous dit rien ? Alors il a dit « L'émancipation de l'homme occidental s'est construite sur un partage entre la raison et le sacré, le temporel et le spirituel. » On pourrait dire le temporel et l'intemporel. Parce que le sacré fait appel à quelque chose qui est de l'ordre de l'intemporel. Le temps et l'espace, je ne vais pas développer cette notion, mais le temps et l'espace est confiné dans le mental et confiné dans le matériel. Mais si on sort de la dimension matérielle, temporelle, alors on peut s'ouvrir à autre chose. Les scientifiques parlent d'univers et d'univers multiples, c'est la même chose. Alors on va continuer sur ce sujet. Alors quelques mots, ceux qui ne me connaissent pas, je vois beaucoup de têtes nouvelles, donc je vous laisse découvrir quelques éléments de mon parcours. Alors vous allez être surpris parce que vous allez voir Émocéen. Émocéen, c'est une sorte de coach en intelligence émotionnelle, c'est un thérapeute qui est spécialisé dans les émotions, qui accompagne les personnes à partir des émotions. Donc je forme dans l'école systémique de l'intelligence émotionnelle des spécialistes, des gens qui vont accompagner les autres en individuel et en groupe, on en parlera. Voilà, j'ai créé l'Institut européen d'intelligence émotionnelle il y a bientôt 20 ans. Et l'école, j'en ai parlé. Voilà, on a commencé en février 2024 exactement. Et puis les entreprises ont commencé à s'intéresser à l'intelligence émotionnelle en 2025.
Et essentiellement les entreprises anglo-saxonnes, puisque les entreprises françaises ont mis un peu plus de temps. Et puis il y a 2 ouvrages qui ont été écrits par Gilles Corcos. Développer vos compétences émotionnelles en 2010 et 6 ans après, comment cultiver son intelligence émotionnelle. Si vous avez d'autres questions, je pourrais bien sûr vous répondre, hein, mais voilà, c'est juste pour me présenter. Je voudrais présenter l'école aussi, parce que l'école systémique de l'intelligence émotionnelle. Pourquoi systémique? Parce que je suis ingénieur et j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui s'appelle Bruno Lussato, qui était un des pionniers français de la théorie des systèmes. Et il m'a filé le virus et je suis passionné depuis 30 ans maintenant de ce sujet-là. Et la systémique m'a permis de découvrir l'intelligence émotionnelle. Il y a une étude de Daniel Goleman qui m'a vraiment marqué. C'est une étude qui a été faite dans les années 90, 96 précisément, par Daniel Goleman. C'est un pionnier de l'intelligence émotionnelle, un Américain. Et le résultat de cette étude est que 2 tiers de nos résultats dans nos activités, professionnelles ou non professionnelles, sont dus à nos compétences émotionnelles. Éduquer nos enfants est une question de compétences émotionnelles. Être efficace au travail est une question de compétences émotionnelles, pour 2 tiers. Imaginez là encore l'impact que ça peut avoir sur vous en développant ces compétences. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une compétence émotionnelle? Qui est curieux de savoir? C'est bon, c'est clair pour vous? Non, ça serait bien. Ouais. Alors, une compétence émotionnelle, en fait, c'est comme une compétence technique, métier, sauf que c'est une aptitude à vivre avec soi et avec les autres. Par exemple, l'estime de soi, c'est une compétence émotionnelle. Si vous avez de l'estime pour vous, on parle souvent de confiance en soi, mais la confiance en soi est induite par l'estime de soi. En développant votre confiance en vous, eh ben, vous allez multiplier votre efficacité par 3. Je ne parle pas des gens qui sont très sûrs d'eux. Je parle des gens qui ont confiance en eux. Hein. On fait souvent l'erreur de croire que les gens qui tapent sur la table ont plus confiance en eux. C'est pas vrai. Il y a 2 manières d'éviter l'émotion, c'est de taper sur la table ou de se fuir. Et vivre ses émotions, c'est faire face à ses émotions. Trouver le courage de regarder nos émotions en face et les assumer. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Un sportif, une personne qui fait des arts martiaux, a besoin de maîtriser sa confiance en lui ou en elle. Donc c'est valable dans tous les domaines. Un parent qui n'a pas confiance en lui ou en elle, eh ben, va avoir un impact négatif sur l'enfant. Alors j'ai rajouté pour aujourd'hui les HPE, haut potentiel émotionnel, juste pour vous donner une idée, parce qu'on fait beaucoup de recherches en ce moment sur les hauts potentiels émotionnels. C'est devenu une mode vraiment depuis pas longtemps, depuis quelques années seulement. Et ils se sont rendus compte que les hauts potentiels émotionnels avaient 6 caractéristiques. J'en ai sélectionné en fait, hein. Je n'ai pas tout pris, évidemment il y en avait plus. Mais j'ai pris ce qui me paraissait important compte tenu de mon expérience. La première qui me paraît vraiment importante, c'est la transparence. Vous savez comment on souffre aujourd'hui de manque de transparence de nos gouvernants, par exemple. Vous savez comment on souffre de manque de transparence dans une relation de couple. Comment on manque de transparence dans une relation parent-enfant. C'est pareil. Et tout ça est lié.
Et donc, quand on est à un haut potentiel émotionnel, quand on a développé son intelligence émotionnelle, alors on est naturellement transparent, authentique, vrai. Et cette authenticité, ça va générer de la confiance. Il y a des grosses entreprises américaines, mais aussi indiennes, qui ont vécu des expériences comme ça. Et croyez-moi, ça change complètement la manière de manager, de travailler dans l'entreprise. Et ça crée une confiance incroyable. L'empathie, évidemment. L'empathie, c'est la capacité à ressentir les émotions de l'autre. L'empathie, ça permet de libérer les émotions chez l'autre, en même temps que chez soi. La résilience, cette capacité à traverser une crise, plutôt que de s'effondrer face à une crise, eh ben, on va grandir avec la crise. Vous savez ce qui s'est passé avec le Covid, les confinements, il y a des personnes qui ont plongé, malheureusement, et puis il y a des personnes qui ont grandi avec, qui ont utilisé cette expérience pour évoluer. Et ce sont des personnes résilientes. C'est toute une manière de faire face à sa peur. Ensuite, c'est aider les autres. Ces personnes à haut potentiel aiment aider les autres. Ils ont une intelligence relationnelle, collective. C'est un plaisir pour eux d'accompagner et d'aider les autres. Ça va créer encore de la confiance. Écoute active, alors on n'est pas très loin de l'empathie, là, où chacun se sent valorisé. Et puis la curiosité, c'est des personnes qui sont très curieuses. Elles s'intéressent aux autres. Elles sont curieuses de savoir qui sont les autres. Elles posent beaucoup de questions. Voilà, si vous vous reconnaissez, vous êtes probablement à haut potentiel émotionnel. Oser. Ok, alors le sacré, on va rentrer dans le sujet. Est-ce que vous avez des questions sur l'intelligence émotionnelle, sur ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet? Oui. L'authenticité peut pousser au conflit parfois. Oui. L'authenticité peut pousser au conflit. Elle peut aussi anticiper sur un conflit qui va être plus grave 3 mois après. Parce que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans un couple, par exemple, plutôt que d'attendre et de dire « Ok, non, je vais prendre sur moi, je vais attendre un petit peu », c'est juste de poser les choses. Il ne s'agit pas de le faire en réaction, on est d'accord. Il s'agit d'attendre le moment opportun, mais sans tarder. Et quand vous avez retrouvé votre centre, c'est d'en parler à la personne. Jamais attendre. Plus vous attendez, et plus c'est difficile. Et retrouver son centre, c'est difficile. Et retrouver son centre, c'est difficile. Ça demande de l'attention. Ça demande ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ça demande d'accueillir l'émotion. Ça demande d'accepter l'émotion. Parce que je peux accueillir l'émotion, l'identifier et dire « Ok, je suis en colère. Je ressens de la colère, je suis très en colère. Ok, est-ce que j'accepte d'être en colère? Est-ce que je m'aime quand je suis en colère? Ou est-ce que je me rejette? Ça passe par là. Et enfin, et seulement après, je peux dialoguer avec mon émotion, avec ma colère. Donc ces 3 étapes sont inévitables. On est obligé de passer par ces 3 étapes. Même si on le fait très rapidement, c'est des 3 étapes importantes. Et dans les entraînements, systématiquement, on fait attention d'abord à identifier l'émotion. C'est 50% du travail. C'est une question d'entraînement. Le cerveau n'a pas l'habitude de porter une attention sur ses émotions. Et là, on l'entraîne, on muscle le cerveau pour porter son attention sur l'émotion. Une fois qu'il est capable d'être attentif à ses émotions, alors on lui apprend à accueillir l'émotion, quelle qu'elle soit. Il y a un temps de retard en fait alors. Il peut y avoir un temps de retard. Il peut y avoir un décalage. Parfois, ça peut durer une journée, une semaine, avant d'accepter cette émotion.
Si par exemple je ne m'aime pas dans ma colère, je peux rester 3 ans à ne pas m'aimer dans ma colère. Mais si je connais le processus, si je m'entraîne à vivre ma colère et en m'aimant, parce que la seule façon de libérer la colère, c'est de s'aimer, c'est de l'accepter. Donc si vous ne l'acceptez pas, vous pouvez passer 50 ans à refuser votre colère, ça ne bougera pas. Il faut savoir une chose, dans les émotions, c'est que le temps n'y est pour rien. Vous pouvez passer une vie entière avec de la haine ou de la colère ou de la tristesse, ça ne changera rien. L'émotion restera éternellement si elle n'est pas entendue. Vous héritez par votre caractère génétique d'émotions de vos parents qui n'ont pas été libérées, qui héritent d'émotions de leurs parents, etc., etc. Il m'arrive souvent, en travaillant en individuel avec une personne, de découvrir qu'une émotion vient de X générations avant. Mais quand on travaille avec notre intelligence émotionnelle, on accède beaucoup plus facilement que quand on est branché sur notre mental. Parce que le mental va refuser, il va dire bah non, c'est pas possible. Et ça arrive, bien sûr, même en séance. Ces colères qui ne sont pas les nôtres, qui sont des générations précédentes, on les libère comment? On est en colère? De la même façon. 1, je l'identifie. 2, je l'accueille. 3, je dialogue avec elle. Parce que c'est une part de vous qui est en colère. Et donc je vais dialoguer avec elle. Il y a une technique, une manière de s'y prendre. Et en dialoguant avec elle, petit à petit, vous allez la libérer. Peut-être en une fois, en une séance, ça peut arriver. Moi, j'ai une personne dépressive, en une séance, elle a libéré sa dépression. C'était une dépression légère. Normalement, une dépression, c'est au minimum 3 séances. Mais il se trouve que des fois, on peut libérer très vite une émotion. C'est juste une manière de s'y prendre. En travail thérapeutique, moi j'ai passé des années à travailler sur des émotions, ça n'a jamais bougé. En travaillant spécifiquement sur l'émotion de cette manière, en travaillant sur ces 3 stades, eh ben, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Tout à l'heure, vous parliez de donner du sens à sa vie. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire qu'on a tous une sorte de mission de vie. On a tous quelque chose qu'on peut apporter aux autres par nos qualités, nos dons, nos talents, par notre histoire, notre passé. Et donc, pour répondre plus précisément, dans le cursus de formation, on a une journée consacrée à sa mission de vie. À explorer, c'est quoi ma mission de vie? Qu'est-ce qui me fait vibrer à moi? C'est pas une question intellectuelle, c'est pas dire ok, moi j'aime ça, non. Parce que le mental peut se tromper. C'est vraiment de sentir ce qui se passe dans le corps. Et comment le corps réagit quand il est en contact avec sa mission de vie. Vous voyez la différence? C'est comme quand je fais une séance individuelle et que la personne a tout son corps qui tremble, qui vibre. Elle ne peut pas nier cette réalité. C'est pas mental. Elle sait que c'est pas mental. C'est ça la différence en fait. Et on peut trouver sa mission de vie, bien sûr, tous, quel que soit notre âge. Ça n'a rien à voir avec le travail. Le travail peut être une des conséquences, mais ce n'est pas le travail qui est au centre. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer. Alors, le sacré. J'ai remarqué que le sacré, ça permettait 3 choses. 1, d'ouvrir le cœur. De permettre à nos intelligences de dialoguer. Donc quand j'ouvre mon cœur, je peux dialoguer avec le mental sans subir le mental. Ce qui est une tâche qui n'est pas simple. Deuxième aspect aussi, c'est que je vais m'enrichir du non mesurable. Alors aujourd'hui, on a un vrai problème en Occident avec ce qui est mesurable. On ne croit qu'en ce qui est mesurable. Et du coup, on passe à côté de grandes vérités parce qu'on est focalisé sur le mental et sur ce qui est mesurable. Or, on sait très bien que tout n'est pas mesurable. Pour
ceux qui ont fait de la physique quantique, on sait très bien que tout n'est pas mesurable. Et le troisième aspect du sacré, ce que peut apporter le sacré, c'est de transformer l'impossible en réalisé. C'est-à-dire que quand je dis impossible, c'est le mental vous dit que ça n'est pas possible. Il y a Eric Twain, je crois, qui a dit je l'ai fait parce que je ne savais pas que c'était impossible. Hein, vous connaissez cette citation, elle est merveilleuse. Et en fait, c'est exactement ça. Combien de fois les scientifiques ont dit c'est impossible de faire ça? Eh bien, ça a été réalisé. Donc, n'idéalisons pas nos scientifiques, ce n'est que des hommes et des femmes comme nous qui font de leur mieux, mais le mental ne peut pas tout résoudre. Et quand on comprendra ça, je pense qu'on pourra faire un pas en avant énorme. Voilà, et puis l'exemple du dialogue émotionnel dont je vous ai parlé, où on va interroger, questionner nos émotions, pour leur demander mais, d'où tu viens, d'où vient cette colère. Et elle va nous répondre. Alors c'est pas magique, hein, c'est juste qu'on a accédé à une autre forme d'intelligence, c'est tout simplement. On a pris un autre instrument, oui. Et à partir du moment où vous savez d'où vient cette colère ou émotion, elle s'en va. Oui. Alors, je vais être précis avec vous. C'est pas quand vous savez d'où vient l'émotion, c'est quand vous sentez d'où vient l'émotion. C'est dans le corps que ça se libère. Je vous réponds comme ça parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent « Mais moi je sais tout ça, j'ai fait 20 ans de psychanalyse, j'ai fait 20 ans de thérapie, j'ai fait ci, j'ai ça. » Oui, mais si l'émotion est là, c'est qu'elle est là. Si elle est là, c'est qu'elle a besoin d'être entendue, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est quoi le sacré? C'est ce qui revêt une importance primordiale. Quand vous dites c'est sacré, alors c'est pas seulement religieux. Hein. Quand je parle du sacré, c'est au sens large. Le sacré, pour moi, c'est quelque chose qui a une importance primordiale pour la personne. Pour moi, les enfants, c'est sacré. Pour moi, l'amour, c'est sacré. Pour moi, la vie, c'est sacré. Et quand je mets le sacré dans ma vie, ça ouvre des portes, ça permet des transformations qui ne se réalisent pas quand je reste dans le mental. D'où l'importance d'apprendre à faire circuler notre énergie entre le mental et l'émotionnel, entre notre intelligence émotionnelle et notre intelligence mentale. Comment faire circuler cette énergie entre ces deux intelligences? Sentiments, sexualité aussi. On a tendance à juger la sexualité dans notre culture, alors que c'est quand même ce qui nous permet de procréer, ce qui nous permet de grandir, d'évoluer, de nous libérer. Et retrouver le sacré dans notre sexualité est quelque chose qui peut être très transformateur. Parce que la relation sexuelle qui se libère, qui devient créative, qui devient légère, fluide, eh ben, ça va générer des relations sociales, fluides, simples, directes, authentiques. C'est des différents niveaux de profondeur dans la relation. Alors la voie sacrée, c'est passer de changer à se transformer. Ce que j'ai envie de dire par là, c'est que on change tous. On n'a pas le choix. La société, le monde, tout évolue et on n'a plus le choix. Et ça va de plus en plus vite. À tel point que
on se sent perdu parfois. Et intégrer le sacré dans notre vie nous permet de nous transformer en profondeur. Que ce soit le sacré religieux, que ce soit le sacré spirituel, que ce soit le sacré social, peu importe. Peu importe. Le sacré, c'est accorder une juste importance à la vie. Et enfin, et là ça me fait plaisir de dire ça, la vie devient une forme d'initiation. Tu sais, on parle de chemin initiatique, on parle de beaucoup de peuples qui a incité ou qui mettaient à l'épreuve leurs adolescents pour qu'ils deviennent des adultes par un chemin initiatique, une épreuve. Et bien, ce principe de l'épreuve qui a été souvent perdu malheureusement, et bien là on peut le retrouver. C'est-à-dire se reconnecter à ce qui est sacré chez nous. Se dépasser la peur par le sacré. Allez chercher la peur. Libérer la peur avant qu'elle ne nous inhibe, qu'elle ne nous emprisonne. Et c'est ça l'objet du chemin initiatique. Et la vie qui devient un chemin initiatique devient une vie passionnante, pleine de sens. Alors vous allez me dire, comment ? C'est très beau tout ça, le sacré, on est d'accord, mais comment ? Comment on fait pour mettre du sacré dans notre vie ? Ben, la première chose pour moi, c'est de ménager la présence, l'attention. De porter attention à ce qu'on vit, ce qu'on traverse. Cette qualité de présence à ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de nous est très importante pour le sacré. Quand je porte cette attention, je vais permettre au sacré d'émerger. Vous savez, il y a des courants dans toutes les religions, il y a des courants mystiques, que ce soit les kabbalistes, les soufis ou peu importe. C'est des courants qui sont secrets. Et pourquoi ils sont secrets ? Parce que justement, ils essayent de conserver le sacré, de ne pas banaliser le sacré. Et ça, c'est une dimension qui est importante de garder. Parce qu'en banalisant le sacré, on ne lui permet plus de se manifester à nous. On ne se permet plus de vivre ce qui est le plus important pour nous dans notre vie. Et de porter suffisamment d'attention dessus pour lui permettre d'évoluer. De porter suffisamment d'attention sur nos enfants pour leur permettre d'évoluer. Il y a quelques jours, j'étais sur la plage et je regardais une mère avec deux enfants, une petite fille et un bébé. Et la mère lui disait « Mais pourquoi tu la tires comme ça? C'est pas bien, c'est ceci, c'est cela. » Elle a commencé à l'engueuler. Et vous savez, quand un enfant arrive, l'aîné, la fille aînée, a un sentiment vraiment de ne plus avoir de place. Elle se perd. Et c'est très difficile pour elle. Mais quand la mère lui fait des reproches par rapport à sa petite sœur ou son petit frère, je ne sais pas si c'était un garçon ou une fille, ben c'est très douloureux parce que la mère, c'est le monde entier. La mère a un impact énorme sur l'enfant. Énorme. Donc c'est ça, garder l'importance du sacré. C'est voir les enfants comme quelque chose de sacré. Et pas comme des objets. Pourquoi ? Parce que ces enfants, c'est nous.
quelque temps après. Ces enfants, c'est toutes ces personnes que j'ai accompagnées, qui étaient traumatisées, blessées, il leur a fallu des années pour sortir de leurs blessures. Alors que c'était simple d'écouter la petite fille et de lui dire, bah, écoute, voilà, ce que je souhaite pas que tu fasses, c'est ça et ça et ça, et je t'aime. Tout simplement. C'est des petites choses. Donc c'est respecter le secret et le mystère qui est lié à ce secret. C'est encore et toujours harmoniser la tête et le corps avec le cœur et pas l'inverse. La tête est au service du corps. La tête est au service du cœur. La tête est un instrument très puissant. Si je vous dis que ce que je disais ce midi à table, 95% de nos pensées sont redondantes. Tous les jours, nous répétons 95% de nos pensées. Pourquoi nous répétons 95% de nos pensées? Parce qu'on n'en est pas conscient. Et donc ces pensées tournent, sans arrêt. Et on a l'impression d'être libre, mais on n'est pas libre. Parce qu'on n'est pas conscient. Je suis désolé, hein. J'aurais bien voulu vous dire le contraire, mais c'est les statistiques. Et je vais aller plus loin sur ces 95% de pensées qui se répètent. Il y a 48% de pensées négatives. Alors, c'est une étude qui a été faite par un professeur américain. Donc là, je reprends les chiffres tels que ça peut être variable en France, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est dans cet ordre-là. Donc, vous imaginez ce que ça représente quand même. Hein. L'enjeu de notre intelligence émotionnelle est énorme. On le voit par les neurosciences, par les sciences sociales, par les sciences humaines. L'enjeu est énorme. On l'a vu à travers les confinements, comment les personnes réagissaient au confinement, réagissaient à la peur. Et toute la différence que ça a fait chez les adolescents, chez les couples. L'enjeu est très important. Je ne sous-estime pas quand je dis ça. Donc harmoniser tête, corps avec notre cœur. Et puis s'abandonner. Est-ce que je sais m'abandonner? Avec qui je sais m'abandonner ou je peux m'abandonner? Est-ce que vous avez une personne avec qui vous pouvez vous abandonner en toute confiance? Ça s'appelle l'amitié. Et s'abandonner, c'est aussi une forme d'amitié qu'on fait avec le divin et avec la vie pour ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est notre capacité à nous abandonner, à être dans le fameux instant présent. On en parle tellement de cet instant présent. Entre l'idée de l'instant présent et la traduction dans notre quotidien, il y a s'abandonner. Est-ce que je peux m'abandonner? Si je ne peux pas m'abandonner, alors il est urgent de voir quelles sont les peurs qui m'empêchent de m'abandonner. Par amour pour moi. Je ne sais pas si c'est plus difficile pour un homme que pour une femme, mais en tout cas, c'est
C'est un véritable enjeu et c'est un vrai challenge, c'est un chemin, s'abandonner. On parle de flow chez les sportifs qui ont battu des records, qui ont dépassé les records, qui sont dans un état de flow. C'est une façon de s'abandonner, de faire confiance en son corps, de le laisser faire ce qu'il a à faire. C'est sa capacité à se dépasser. Si le mental accepte de lâcher la bride au corps, alors le corps peut se dépasser, il peut faire des choses extraordinaires. C'est ça le sacré. C'est pas juste d'aller faire les prières à tel endroit ou à tel endroit. Le sacré, il est partout, il est présent partout. C'est le regard que nous allons porter sur nous, et sur nos enfants, et sur les autres. Est-ce que l'humain est sacré ? Aujourd'hui, la question se pose. Vous savez aussi bien que moi l'enjeu aujourd'hui. Est-ce que l'humain reste sacré aujourd'hui ? Si nous traversons ça, c'est peut-être pour prendre conscience de la dimension sacrée de l'humain. Alors bien sûr, on peut parler de sexualité sacrée, on peut parler de loi de l'attraction, il y a plein de thématiques autour de ça. Alors maintenant, on va faire une pratique, parce que c'est bien de développer son savoir, mais c'est encore plus important de s'entraîner, de pratiquer. Et donc, vous allez avoir l'occasion ce soir de faire une pratique avec un binôme, une personne à côté de vous, votre voisin, simple, qui va durer 2 fois 5 minutes, très court, mais en même temps qui va vous permettre de dialoguer avec l'autre, de casser le mur qu'il y a entre vous et la personne en face de vous. Parce que ce dont nous souffrons le plus, c'est des murs que nous avons construits autour de nous, qui nous enferment. Et donc là, vous avez l'occasion, 5 minutes, je vais prendre le chrono, je vais vous accompagner. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez lever la main. C'est très simple. Vous allez donner une instruction à votre voisin et vous allez lui dire « Dis-moi comment tu vis le sacré aujourd'hui dans ta vie ». Il nous reste un petit peu de temps, donc pour ceux qui ont envie de profiter du dernier quart d'heure qui nous reste, merci. C'est possible de partager, de poser vos questions. Il y a un temps pour vous, voilà. Ces 15 minutes sont consacrées pour vous. Donc je peux répondre à toutes vos questions. Et si vous avez des partages sur cette expérience que vous venez de vivre, n'hésitez pas à partager parce que ça va faire bénéficier tout le monde. Donc allez-y, je vous en prie. Question. Qu'est-ce que vous pensez de la méditation ? Est-ce que ça fait partie de la pratique que vous pratiquez, que vous conseillez ? Mon partenaire de discussion m'a dit, alors on m'a posé la question, c'est quoi la méditation ? Moi je pratique un petit peu la méditation, je ne sais pas si c'est la bonne pratique, mais ça m'aide. Ça m'aide à me distancer de mon cerveau, de mon entourage, de mes pensées, de mon cerveau, et de me donner une autre dimension. La méditation, c'est, pour moi, c'est un état de présence. Tout à l'heure, je parlais de présence. C'est cette qualité de présence. C'est juste être présent à ce que je fais. On peut être en méditation quand on fait la cuisine, quand on travaille, quand on fait des tas de choses. On peut rester conscient de ce qui se passe, de ce qu'on fait. Et on est beaucoup plus efficace quand on est conscient de ce qu'on fait. Quoi qu'on fasse. On peut le faire assis, les jambes croisées, mais on peut aussi le faire en dansant. On parlait tout à l'heure de danser. On peut le faire en marchant. On peut le faire de plein de façons différentes. Il y a ce qu'on appelle la méditation active de Osho, je ne sais pas si vous connaissez, où on fait un travail qui est fabuleux en termes d'exploration, d'observation de ce qui se passe quand on est dans une dynamique. C'est vraiment très puissant. Donc oui, la méditation fait partie de cette connexion au sacré. Dès le moment où on est présent à soi, on est dans le sacré. Dès qu'on s'oublie, dès qu'on oublie ce qu'on fait, ce qu'on dit, on perd cette dimension sacrée. Donc le sacré, pour moi, c'est ça. Et on abordera probablement un jour
la compétence émotionnelle qu'on appelle la conscience de soi, la conscience de ses émotions, c'est exactement ça. Et la méditation, c'est ça, c'est un concept, on peut l'appeler la contemplation. On parlait de contemplation d'un paysage, c'est pareil, on est dans un état second. On parle d'état second, mais en fait, on est dans notre état naturel. Naturellement, on est sacré, on est des êtres sacrés. Mais on a désappris ça. Oui. Est-ce que vous faites une différence entre vivre le moment présent, alors la mindfulness, pour ainsi dire, et la méditation? Moi, je dirais que vivre le moment présent, c'est justement, même quand on fait la vaisselle, on se brosse les dents, de faire attention au moins un petit geste. Mais, disons, oui, ça vous déconnecte votre cerveau, mais ça ne vous donne pas une autre dimension. Moi, je dirais que la méditation est un petit peu en direction du sacré. Alors, pour moi, il y a, comme je disais, il y a plusieurs façons de méditer. J'aime pas trop les concepts, parce que les concepts, on va s'enfermer intellectuellement sur est-ce que je médite, est-ce que je médite pas. Pour moi, c'est est-ce que je suis présent, est-ce que je vis, quoi que je vive. Si je suis présent, par exemple, là, maintenant, vous êtes en train de m'écouter. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes en train de m'écouter dans ce que je dis, ou est-ce que vous pensez à autre chose? Si vous êtes présent, vous êtes en méditation. Si vous êtes ailleurs, vous n'êtes plus en méditation. Et après, quand vous prenez conscience que vous êtes parti ailleurs, vous revenez en méditation. Mais le but, ce n'est pas de rester à 100% en méditation. Le but, c'est de s'entraîner à être présent à soi. Quand je parle de présence à ses émotions, moi, c'est une affaire quotidienne. Tous les jours, je porte mon attention sur mes émotions. Ça me fait gagner énormément d'énergie. Ce qui coûte le plus d'énergie, c'est de laisser ces émotions nous envahir. De laisser nos émotions nous envahir. Ça prend beaucoup d'énergie. Par contre, si je reste présent à mes émotions, je vis bien, et je gagne en énergie. On a un potentiel énergétique infini. Infini. Prenez l'exemple, il y a une histoire qu'on raconte souvent d'une mère qui a vu son enfant sous une voiture et qui a soulevé la voiture. Vous imaginez l'énergie qu'on a? Une voiture qui fait, je ne sais pas, 500 kilos, 600 kilos, une tonne, j'en sais rien. Et la personne fait à peine 60 kilos. Comment c'est possible? Vous voyez ce potentiel qu'on a? Vous voyez que si on utilise ce potentiel, comment on peut faire des choses extraordinaires? Donc oui, la méditation, comme la contemplation, sont des choses qui sont en lien avec ce que je suis en train de dire. Dans les entraînements qu'on fait, on travaille évidemment sur ces sujets-là. On travaille sur la méditation statique, sur la méditation dynamique, sur la méditation individuelle, sur la méditation en relation, etc., etc. C'est une question de terme. Moi, je parle de présence plus que de méditation pour éviter l'amalgame ou la généralisation du terme qui est trop utilisé aujourd'hui. Mais oui, c'est ça. C'est juste rester présent, oui. Et la présence, ça peut être aussi cette impression d'être au-dessus et de se voir, de faire le n'importe quoi, de parler, d'avoir cette conscience. Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est s'observer, c'est se regarder, c'est savoir que vous êtes bien plus que votre corps. D'ailleurs, on parle de corps émotionnel et tout ça. Oui, en Asie, c'est quelque chose de courant pour eux. Mais oui, on a un corps émotionnel. Moi, quand j'accompagne une personne, je lui demande, est-ce que tu ressens cette émotion à l'intérieur de ton corps ou à l'extérieur de ton corps? Souvent, je pose la question. C'est pas juste pour faire bien, c'est parce que l'émotion, elle peut être aussi à l'extérieur. Et l'idée, c'est de réintégrer l'émotion dans le corps pour la faire venir dans le présent. Et c'est là qu'elle va se libérer. Sinon, elle va rester. Et donc, c'est une perte d'énergie quotidienne. Chaque émotion est un degré d'énergie qui est consommé pour être retenu, enfermé, pour ne pas la laisser sortir. Ça demande beaucoup d'énergie. Oui? Est-ce qu'il y a d'autres partages ou questions que vous avez envie d'exprimer? Oui. Je peux dire que cette question,
ça permet de 5 minutes de silence. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Je trouve que c'est une question intéressante et que je ne vais pas manquer de continuer à la poser. Merci de votre partage, parce que ça concerne tout le monde ici, et en même temps, bravo d'avoir conscience de ça. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose c'est un exercice qui paraît très simple, mais qui est intense. Et imaginez que vous faites ce genre d'exercice pendant toute une journée. Et combien d'émotions vous allez libérer à travers cette pratique, quoi. Donc c'est exactement ça. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager? Oui, moi j'ai trouvé ce moment-là très intense. Et au début, j'ai eu l'impression que j'avais besoin de parler, et en fait, l'émotion est venue dans la relation déjà avec la personne, d'être à être, et puis dans le silence. Ça waouh, ça ouvert quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est ça. C'est assez touchant de vous entendre, hein, parce que c'est vrai que... Qu'est-ce que c'est 5 minutes? Comment en 5 minutes on peut toucher cette profondeur? Et ce que je voulais dire aussi, c'est que les émotions, j'ai l'impression pour moi que la difficulté, c'est le mental qui vient juger. Donc l'émotion, on a envie de la fuir parce que voilà, il y a son mental. Alors je sens que si on va jusqu'au bout, c'est différent. Et c'est là que la transformation s'opère. C'est quand on a réussi à mettre le mental de côté. Mais le faire en 5 minutes, c'est un vrai défi, hein. Vraiment, hein. Quand on fait une journée entière à travailler sur ça, des fois, il faut des heures pour vraiment arriver en profondeur. Et là, vous faites un exercice en 5 minutes. C'est magique de pouvoir toucher ça en 5 minutes. Donc bravo. Merci du témoignage. Encore une dernière personne. Il nous reste 5 minutes. Oui. Vous avez proposé de ne pas sourire, de ne pas avoir d'expression. Et ça, j'ai trouvé ça assez compliqué pour une personne. Enfin, en tout cas, moi, je suis quelqu'un de très expressive et je suis toujours en train de vouloir être en lien avec l'autre à travers le sourire, le regard. Et du coup, ça veut dire, pour moi, je traduis que c'est une émotion que je veux faire transmettre à l'autre, en tout cas. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler ou au contraire la maintenir parce que ça fait partie de ce que je suis en réalité. Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais... Oui, tout à fait. Imaginez, ça fait 20 ans que je fais ça, donc ce genre de questions, je l'ai eu. L'idée, c'est d'apprendre à maîtriser. C'est pas nécessairement de le faire dans votre quotidien, mais c'est de savoir que vous pouvez le faire. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte de rester dans votre neutralité bienveillante? Ça permet à la personne qui s'exprime de s'exprimer tranquillement, de s'abandonner, de se dire « Ok, quoi que je dise, elle est là ». Et à travers son regard, elle me dit qu'elle est présente et qu'elle me soutient dans ce que je dis, quoi que je dise. Et plus vous êtes dans cette neutralité bienveillante, et plus la personne va aller en profondeur. Et il est fort probable que les 2 personnes qui ont témoigné sur la profondeur de leur expérience étaient avec des personnes qui avaient une écoute neutre. Mais vous avez un très beau sourire, regardez-le, parce que c'est important. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odyssemotion.com.